J'invite Pascal Gaden et puis ensuite Cyril Marche donc, à intervenir. Pascal, à toi. Je suis derrière. Hein. Ouais, tu as le... Ah, tu sais ton... Je veux bien. Vas-y, c'est appuyé à droite. Parfait. Bien. Déjà, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Madame la vice-présidente, mon général. Je vais essayer de détendre l'atmosphère. C'est vrai que quand on parle de directives européennes, de réglementation, etc., et Cyril pourra s'en faire l'écho tout à l'heure, c'est toujours très compliqué. On a peur d'endormir les gens. Nice 2, c'est effectivement une directive européenne. Et comme vous le savez, les directives européennes ont vocation à s'appliquer dans le droit national. Donc, c'est ce qui va être le cas. En tout cas, à partir, puisqu'elle sera applicable à partir du 18 octobre 2024. Et donc, ça va nécessiter un certain nombre de mise en conformité pour des entreprises. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt que de descendre, je pourrais le faire hein, évidemment, plutôt que de descendre dans l'aspect proprement réglementaire en profondeur avec force et exemples, etc. en matière juridique, je vous propose plutôt d'essayer de dégrossir et de regarder de façon un peu visuelle de quelle façon vous, dirigeant d'entreprise ou demain dirigeant d'administration, vous pouvez être assujetti à cette norme qui va vous mettre en devoir de vous mettre en conformité. Alors, Nice 2, c'est quoi? Alors, pardonnez-moi, il y avait tout à l'heure un de mes voisins qui disait à chaque fois que vous dites un acronyme, vous mettrez 1 euro dans une tirelire. Et fut un temps, j'avais mis une tirelire sur la table de la salle de réunion de l'entreprise allemande. Et chaque fois que quelqu'un disait du coup, il mettait du coup, il mettait 1 euro, etc., etc. Donc oui, j'ai dit brièvement, j'ai pas mis de slide de présentation. Allemande, c'est l'entreprise dans laquelle je suis dirigeant associé. J'en suis pas le propriétaire en totalité. Ce sont les deux fondateurs qui sont Olivier et Jean-François, accompagnés par cela au capital par un fonds d'investissement 100% français qui est Apax, anciennement, enfin Seven2, anciennement Apax. Et puis, nous sommes une ETI. On verra tout à l'heure que ça fait du sens. Une ETI, entreprise de taille intermédiaire, plus de 250 salariés, nous sommes presque 500. On va réaliser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en conseil cette année. Et on travaille sur absolument toutes les portées, tous les métiers de la cybersécurité. Ça va du test d'intrusion au service de réponse à incidents. Évidemment, nous sommes partenaires du CSIRT. Et puis également tout ce qui va être gouvernance, risque et conformité, également infrastructure de sécurité. Voilà, j'en dis pas plus. Évidemment, toutes les certifications de l'ANSSI possibles, nous les avons, que ce soit, pardonnez-moi pour les acronymes, que ce soit prise pour la partie réponse à incident, PASI pour la partie prestataire d'audit, et sur les deux portées, donc la partie civile, dite RGS, et la partie militaire, dite LPM. Voilà, alors Nice 2, c'est, donc je l'ai dit, l'application d'une directive européenne qui s'impose dans le droit français à partir du 18 octobre 2024. Et donc, désormais, il y a beaucoup plus de secteurs qui sont concernés. Auparavant, Nice 1 concernait quelques entreprises. Aujourd'hui, on va voir que véritablement, ça a été élargi. Je vérifie l'heure, Cyril, parce que tu prends j'ai 12 minutes. Donc aujourd'hui, on va voir apparaître deux types d'entreprises, les entreprises essentielles et les entreprises importantes. Donc Nice 2 s'applique aujourd'hui à ces deux types d'entreprises. On va le voir donc nouvellement deux catégories d'entreprises et puis deuxièmement des secteurs d'activité dits critiques ou hautement critiques. Nice 2 est plus concrète que ne l'était Nice 1 avec une liste de sécurité minimale. Ce qui veut dire que désormais, les entreprises qui sont assujetties ont une liste de courses avec un cahier des charges qu'il va leur falloir respecter. Donc je l'ai dit, les entreprises sensibilisent désormais au risque de la chaîne d'approvisionnement. Tu l'as dit, David, hein, tout à l'heure. Je ne sais pas où tu es assis. Oui, pardon. Les entreprises qui relèvent d'un secteur critique de par leur activité, eh bien aujourd'hui peuvent avoir le souhait de vérifier que leur environnement et leur écosystème, notamment leur écosystème d'approvisionnement, hein, je parle des sous-traitants,
des sous-traitants stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, on peut voir qu'à l'issue d'une analyse de risque, on peut considérer en tant que constructeur automobile, par exemple, que tel ou tel sous-traitant est stratégique. On peut imaginer que ce sous-traitant, de par son activité, n'est pas assujetti aux obligations de Nice 2, mais comme je suis un gros client pour lui, eh bien, je vais lui demander de se mettre en conformité. Et quand votre meilleur client vous demande de vous mettre en conformité, surtout dans l'automobile, vous dites « oui, bien sûr ». Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, et ça c'est particulièrement important, Nice 2 va autoriser dorénavant les autorités à réaliser des contrôles, s'assurer que les entreprises ou les organismes, on parle d'organismes publics également assujettis, sont en conformité, à défaut de quoi elles auront aussi la main sur la possibilité de faire des sanctions. Alors les deux catégories des secteurs d'activité, pardonnez-moi. Donc je l'ai dit, les secteurs hautement critiques, on va le voir, hein, ça a été évoqué tout à l'heure avec la recrudescence de l'instabilité due à la crise en Ukraine. On voit de nouveaux secteurs d'activité qui sont concernés. En ce moment, il y a une attaque sur les services interministériels. Hein. On peut voir que ça a un impact, évidemment. Donc les secteurs hautement critiques, que sont l'énergie, les eaux usées, l'eau potable. Et on va voir de nouveaux secteurs d'activité comme les transports et des secteurs critiques que sont l'industrie chimique, etc. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui deux secteurs, en tout cas deux catégories d'activité hautement critiques et critiques. Et selon la taille de votre entreprise et que vous appartenez à ces secteurs d'activité, vous allez être assujetti, je passe vite, vous allez être assujetti ou pas à la directive Nice 2. Directive qui, je le rappelle, vous donne un certain nombre d'obligations que je vais vous détailler pour la mise en conformité. Donc voilà, secteur hautement critique ou critique. Si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, donc une ETI, plus de 250 salariés, et que vous relevez d'un secteur critique, donc qui est à droite de l'écran, eh bien vous êtes assujetti. Si vous êtes une moyenne entreprise, donc entre 50 et 250 salariés, et que vous relevez d'un des secteurs soit hautement critique, soit critique, eh bien vous êtes également assujetti. D'accord ? Il en va de même. On a parlé, juste avant, d'entreprises importantes. Là, c'est la catégorie des entreprises essentielles. Donc les entreprises essentielles sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui relèvent des secteurs hautement critiques. On va voir que le fait qu'on soit dans une catégorie ou dans l'autre, eh bien, va avoir une incidence sur les pénalités potentielles. Voilà. Alors, ne sont pas concernés, là je vais rassurer peut-être un certain nombre de personnes dans cette salle, les micro-entreprises, les particuliers, les consommateurs individuels, les pays hors de l'Union européenne et les entités se trouvant dans des secteurs ou des sous-secteurs désignés par l'annexe 1 et 2, hein, c'est ce qu'on a vu, mais qui ne remplissent pas les critères de taille. Donc en gros, toutes les TPE ne sont pas, donc moins de 50 salariés, ne sont pas assujettis, sauf à considérer que le fournisseur leur demande de se mettre en conformité. Ce qui arrivera. Hein. Cyril, ça va, je suis encore bon, j'ai 2 minutes. Les obligations. Alors je vais faire vite. Obligations de gouvernance, elles sont au nombre de 4 grandes catégories. Hein. C'est ce que j'essayais de vous décrire. Les obligations de gouvernance, donc là, ça relève plutôt, comme ce que disait David, des activités stratégiques de l'entreprise. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'un déploiement technique, mais donc former les membres de la direction, mettre en place les pratiques en matière d'hygiène, assurer une formation large en matière de cybersécurité. Les obligations de documentation, ben ça c'est pour les administratifs, mais on aime bien aussi. Donc une PSSI, pardon, une politique de sécurité de système d'information. Je vais devoir prendre 20 minutes hein, si je suis obligé de... donc une PSSI et un plan de continuité d'activité. Ça, c'est particulièrement important. Je pense que 95% des entreprises n'ont pas de plan de continuité d'activité.
C'est-à-dire que le jour où elles se font attaquer, eh ben, on découvre que finalement, c'est bien d'avoir les téléphones portables des uns et des autres dans la poche ou écrits sur un papier crayon, etc. etc. Voilà, donc je fais rapidement. Vous l'avez là et la présentation pourrait être diffusée, hein, si tu le souhaites, Jean-Charles. Les obligations techniques, utilisation de cryptographie et du chiffrement lorsque c'est pertinent. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et puis la double authentification. Vous remarquez que je n'ai pas dit MFA. La double identification, c'est un peu ce que vous avez avec votre banque quand vous cherchez à faire un paiement. Vous avez une vérification sur votre portable. Et enfin, les obligations de notification, ça va faire écho à ce que tu vas nous annoncer tout à l'heure, Cyril, en matière de documentation, notification des plans de gestion d'incidents avec les autres, délais applicables, donc RGPD, dépôt de plainte pénale, etc., etc. Alors, petite chose importante, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises un peu sensibles vont être assujetties. Et voilà les sanctions qu'elles encourent. Donc selon, et c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre entreprises importantes et entreprises essentielles, juste avant. Les entreprises importantes, eh bien, si d'aventure elles ne se mettent pas en conformité, la sanction, possiblement, c'est 1,4% du chiffre d'affaires. Pour les entreprises essentielles, c'est 2%. Quand vous faites 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 20 millions d'euros. Et 20 millions d'euros, il vaut mieux que vous les mettiez, là je parle en tant que dirigeant d'entreprise, hein, il vaut mieux que vous les mettiez dans votre sécurité informatique et que vous partiez en vacances tranquilles, plutôt que de les donner à l'État, et dont vous ne savez pas ce qui va en être fait. Voilà, donc j'en dis pas beaucoup plus, mais petite chose intéressante, les sanctions. Je viens de l'évoquer. Ça ne veut pas dire que le 19 octobre, les agents de l'État seront arc-boutés auprès des entreprises qui ne sont pas en conformité. Et là, je tiens vraiment à rassurer. On est plutôt dans une démarche, j'allais dire pédagogique et incitative, qui consiste à dire, voilà, désormais, il y a un cadre légal pour se mettre en conformité. Il va y avoir une progressivité. Et si j'en juge par ce qui s'est fait, et Cyril va nous le décrire, en matière du RGPD, ou également en matière de loi Sapin, vous connaissez la loi Sapin 2, qui oblige les ETI, en tout cas les entreprises de plus de 500 personnes, à mettre en place tout un tas de process en matière d'anticorruption. Eh bien, j'étais d'ailleurs le rédacteur du décret d'application de la loi Sapin 2 qui s'appliquait aux ETI. Donc tout simplement, ce qui va se passer avec, je pense comme ça s'est passé avec les RGPD ou désormais avec NIS 2, la première année, tout le monde va être informé de façon très pédagogique. La deuxième année, il y a quelques grandes entreprises en France qui vont faire l'objet d'un redressement, pour l'exemple. Et la troisième année, ça s'appliquera à tout le monde. Donc vous avez du temps devant vous, mais en tout cas, préparez-vous parce que clairement, d'ici 3 ans, il y aura la nécessité d'être en conformité. D'où l'intérêt de l'être déjà, parce que c'est déjà dans les tuyaux, la RGPD. Et donc Cyril, si tu veux bien partager. Après, oui. Voilà, pardon. Tiens. Merci. On est en binôme, hein. C'est ça. Bonjour à tous. Donc Cyril Marc, je vais vous présenter Société Inkivari. Je vais vous présenter pas le RGPD parce que je pense que vous connaissez tous par cœur et vous connaissez pas mal de choses, mais plutôt quelques témoignages que je peux faire, notamment en rapport avec la cybersécurité et ce que je peux voir sur le terrain avec nos clients qui sont de tout type, des toutes petites entreprises qui démarrent, des startups, des grosses startups, des hôpitaux, des ETI qu'on accompagne et on peut voir pas mal de choses et je vais essayer de témoigner assez rapidement sur ce qu'on peut voir pour laisser de la place aussi aux questions. Ce qui m'a donné envie de faire du RGPD, je le dis comme ça, c'est qu'en fait, il y avait enfin une obligation de travailler sur la cybersécurité. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait sur la cybersécurité si on avait envie. Depuis 2016, ça devient une obligation. Donc ça m'intéressait, enfin forcément ça m'a donné envie. Et il y a 5 articles du RGPD qui vont parler de la sécurité du système d'information, des informations au sens large. Ma petite spécificité que j'ai moi par rapport à tout le monde aujourd'hui, c'est que j'ai un tout petit scope. C'est qu'on va s'occuper que des données personnelles. Évidemment, quand je dis ça, je suis un peu taquin, parce que dans une entreprise, les données personnelles, globalement, ça doit être 98% des données.
Donc globalement, quand on s'occupe du RGPD, quand on va s'assurer de la sécurité du système d'information par rapport au RGPD, évidemment, en fait, toutes les données sont globalement concernées. Le RGPD, ça, c'est pas que les cases à cocher. Je pense que vous avez tous l'habitude des cases à cocher, notamment sur les cookies. C'est bien loin d'être ça. Il y a une énorme partie qui compte énormément pour moi, c'est la partie informatique, de travailler avec l'hygiène informatique. C'est pour ça qu'on travaille énormément avec les entreprises cyber et les DSI, RSSI. C'est vraiment nos binômes, c'est-à-dire en tant que DPO, parce que juste pour rappel, le RGPD, c'est entre guillemets piloté par le DPO, le Data Protection Officer. Donc une fonction officielle qui doit être assez détachée de la direction, qui est capable en fait de s'assurer de la protection des données personnelles. Et on va aussi travailler sur le juridique. Et on ne parle pas forcément assez de ça, c'est qu'en fait, quand on va mettre en conformité en entreprise, on va travailler sur tous ces contrats, notamment sur les contrats de ses sous-traitants. On a parlé de l'importance des sous-traitants tout à l'heure. Évidemment, ce que j'aime bien dans le RGPD, c'est que ça va être on va avoir l'obligation de mettre le nez dans les contrats, dans pas mal enfin, dans tout ce qui est contractuel. Donc évidemment, au final, ça fait du bien aux entreprises. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que le RGPD, au départ, c'est juste une obligation légale, une obligation réglementaire. Et en fait, quand on travaille dessus, nos clients s'aperçoivent que finalement, ça sert à quelque chose. Honnêtement, si ça servait juste à cocher des cases, je ferais autre chose. Je ferais peut-être de la vraie cybersécurité si le RGPD n'avait pas ces intérêts-là. Juste pour rappel, en fait, le RGPD, c'est depuis 2018, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, en France, on a la chance d'avoir un pays qui a été assez novateur. Donc depuis 1978, on a une loi informatique et liberté qui existe. C'est-à-dire que ce sujet-là, en fait, par le législateur, il a été déjà pris en compte. C'est juste que, pour le dire avec mes mots à moi, globalement, on s'en foutait un peu, parce qu'en fait, il n'y avait pas de sanction. C'est-à-dire que la CNIL avait déjà la protection des données en charge, mais tant qu'il n'y avait pas de sanction, clairement, c'est un peu comme le code de la route. S'il n'y a pas de sanction, il est beaucoup moins respecté. Donc clairement, depuis 2018, il y a des amendes qui peuvent arriver. Juste pour rappel, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, donc ça fait quand même des budgets aussi qui sont assez colossaux. Sans parler aussi que, et ce que j'aime, alors j'ai un petit côté militant évidemment, j'adore que la CNIL en fait affiche les entreprises qui font n'importe quoi. Il y a vraiment ce sujet, c'est-à-dire que les entreprises qui ne travaillent pas correctement, la CNIL publie, affiche aussi le montant des amendes, et ça a un côté pédagogique, on ne met vraiment pas ça sous le tapis. Et quand je travaille notamment avec les équipes, les dirigeants et les équipes marketing, je leur dis un peu d'une façon taquine, c'est que je leur dis si vous passez du temps à développer votre entreprise, c'est quand même dommage que vous fassiez une bêtise RGPD entre guillemets et qu'on vous mette en avant que votre entreprise fait n'importe quoi. Et qu'on a pu le voir, comme le disait un peu Pascal tout à l'heure, en fait, il y a de plus en plus, les amendes accélèrent, il y en a de plus en plus, et la CNIL a sorti aussi une petite arme magique qui permet de mettre des petites amendes à hauteur de 20 000 € en mode rafale, entre guillemets, ce qui permet en fait aussi, quand ils jugent que l'affaire est importante, mais vaut pas 4% du chiffre d'affaires mondial, en fait, elle va mettre en place une toute petite commission et pouvoir distribuer des amendes à 20 000 €, ce qui est déjà pas cool. Le seul truc qui est cool, entre guillemets, dans cette façon de mettre les amendes, c'est qu'elle ne va pas indiquer quelles sont les entreprises qui ont été sanctionnées. C'est la seule petite bonne nouvelle avec ce système-là. Et juste pour rappel, chose vraiment importante dans le RGPD, c'est qu'en fait, ce qui a changé avec la loi informatique et liberté, c'est qu'en fait, le papier est concerné. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser tout ce qui est papier aussi. Donc le système d'information au sens large. Et moi, j'aime bien faire des tests chez nos clients, en fait, aller dire bonjour à l'accueil et voir jusqu'où je peux aller et ce que je peux récupérer des documents confidentiels. Évidemment que c'est très facile, il suffit d'établir un peu correctement, dire bonjour à l'accueil et on nous laisse rentrer quasiment partout. Donc évidemment, protéger le papier, c'est vraiment important. Et finir aussi par l'oral, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut entendre, évidemment, ça peut finir aussi en tant que violation de données, donc il faut y faire attention. Donc, la structuration des bureaux, en tant que DPO, ça nous arrive en fait de demander à déplacer par exemple un bureau RH qui est à des endroits avec lesquels on sera incapable de gérer la confidentialité. Donc, le RGPD, c'est globalement partout dans l'entreprise, collectivité, association, on a tout ça à respecter. Et j'aime bien dire aussi aux entreprises, même les entreprises très industrielles où on se dit il n'y a pas trop de données personnelles parce que c'est souvent le premier réflexe, je leur dis vous avez les sacs à main de tous les salariés. Donc comme vous avez les sacs à main de tous les salariés, en fait il faut les protéger tel quel. On a parlé un petit peu tout à l'heure d'usurpation d'identité, c'est vraiment un truc moi qui me fait assez peur. Donc c'est au moins une obligation de respect envers ces salariés de protéger leurs données, outre le fait que c'est aussi une obligation légale.
plusieurs règles d'or. Donc vérifier si on a besoin d'avoir un DPO, donc le Data Protection Officer, donc le délégué à la protection des données personnelles. Ça fait partie des obligations. Tenir un registre des traitements, tenir un registre des violations, ce qui revient aussi sur le côté cybersécurité, c'est quand il y a une violation avérée, en fait, on va indiquer quelle est la nature de la violation et voir si on a prévenu la CNIL ou pas. Registre d'exercice des droits, pardon, et aussi le registre des sous-traitances, donc toutes les activités qu'on fait en tant que sous-traitant pour d'autres entreprises. Ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les équipes. Ça, c'est vraiment comme sur la partie cybersécurité. Si on ne sensibilise pas, autant dire qu'on n'arrivera jamais à être en conformité avec le RGPD. Et bien sûr, avoir le réflexe, donc là je parle que sur la partie RGPD, évidemment on a parlé du reste tout à l'heure, c'est qu'il faut prévenir la CNIL en cas de violation de données. Violation de données, ce n'est pas juste une cyberattaque, ça peut être de perdre sa sacoche dans laquelle il y a des informations personnelles, perdre une clé USB quand on s'occupe des JO par exemple, ou des choses comme ça. Évidemment, ça fait partie d'une violation de données et il faut prévenir la CNIL sous 72 heures, il faut aussi prévenir les personnes concernées. C'est aussi tout l'intérêt du RGPD, c'est que on va être prévenu et on pourra agir et être de plus attentif parce qu'on sait que nos données personnelles ont été violées, entre guillemets. Donc ça, je ne vais pas toutes vous les lire, ça c'était un peu fait exprès. C'est toutes les obligations qu'on a à mettre en place pour chaque traitement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu du boulot. C'est un peu fastidieux. Ce qui est bien par contre, c'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on a beaucoup de travail au début et au final, après, on a beaucoup moins de travail. Donc c'est un travail de longue haleine au départ, en gros, on va dire 6 mois de rush. Et après, on a des années de travail, mais avec beaucoup moins de travail, parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est beaucoup plus simple. Et juste pour rappel, 2 choses importantes côté RGPD et qui sont en lien avec la cyber. Conduire des analyses d'impact. Donc côté juridique, évidemment, mais côté cybersécurité, hyper important. Et juste en dessous, obligation de sécurité des données traitées. Évidemment, quand on a des données sensibles, donc type données de santé ou autres, c'est encore plus important. Ça, c'est un petit constat terrain que je vois. Je pense que vous avez tous vu, c'est que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, évidemment, c'est important. Moi, j'explique toujours à nos clients que nous, on est une petite entreprise, on est 7. Donc, on ne peut pas se dire que les gens vont penser à attaquer une Kivari comme ça, a priori. Par contre, on a des énormes clients. Donc, évidemment, par rebond, on est une cible intéressante. L'arnaque horrible, on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, on n'arrête pas de voir que finalement, ça arrive tout le temps. Il y a encore un de nos clients, c'est 500 000 € là, qui est parti. Les échanges de données par mail, donc ça, on a un ennemi absolu, nous, dans le RGPD, c'est les mails. Idéalement, il faudrait arrêter d'utiliser les mails et utiliser des outils propres pour transférer les données. Ça, c'est vraiment un gros sujet. Quand on voit ce qu'on voit passer, pas de plan de continuité d'activité, ça c'est évidemment important. Pareil, dans les communes, on travaille sur le plan communal de sauvegarde. Je les taquine un peu en disant, vous allez travailler par exemple, comment on va réagir s'il y a un tremblement de terre, mais ils ne vont pas travailler sur comment on réagit s'il y a une cyberattaque. Donc évidemment, sujet, on essaie de remettre la cybersécurité au centre. Oublie que le papier et l'oral, ça existe. Et puis globalement, méconnaissance des règles en cas de violation. Et pour finir, ce qu'on voit souvent, c'est que les sauvegardes sont trop souvent négligées. Comme on disait, c'est le seul parachute. Même si en tant que DPO, la sauvegarde, ça ne nous suffit pas, parce qu'une fois que les données sont dans la nature, on a quand même des problèmes. Les personnes concernées ont un problème et on est là pour les protéger. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Cyril. Je voulais juste rajouter une petite chose. Tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais c'était important et ça fait écho à ce que tu viens de dire. Les ETI, vous avez vu le nombre d'attaques d'ETI dans le CSIRT sur l'année qui vient de s'écouler ? 76. Il y a un tout petit peu moins de 250 ETI dans la région Grand Est. Ce qui veut dire qu'il y en a quasiment 1 sur 3 qui a été attaquée. Et en tout cas, qui en a fait part au CSIRT. Voilà, ça c'est important. Et ça explique d'ailleurs pourquoi le fait de s'attacher au référentiel, NIS 2, etc., va anticiper ça. C'est pour dire, voilà, maintenant, nous, État, nous avons constaté que vous êtes attaqué. Désormais, il y a des règles à mettre en place. Jusqu'à présent, vous aviez la liberté de le faire par vous-même. Désormais, c'est une obligation légale. Il y va de la sécurité, de la pérennité des emplois et de l'activité économique sur le territoire. J'ai dit. Allez, on prend quand même le temps d'une ou deux questions, s'il y en a. Merci pour toutes ces explications. Vous parliez tout à l'heure des attaques plus au format physique, à l'aide de l'humain, notamment s'introduire dans les bâtiments.
Quelles solutions sont mises en place aujourd'hui? Comment vous pouvez aider des entreprises à gérer ce genre de situation? On voit notamment le cas de grosses entreprises comme la Société Générale qui ont subi ce genre d'attaque. On l'a vu dans des conférences aux États-Unis. Quelles solutions sont mises en place pour gérer ce genre de problème et notamment les failles humaines qui sont les plus utilisées à l'heure actuelle pour cibler des entreprises? En fait, la première chose, c'est la sensibilisation. Toujours expliquer aux gens que ça peut arriver et en fait, ne pas hésiter à arrêter quelqu'un qui se balade dans l'entreprise. En fait, quand moi, je me balade, il y a même des fois, on me demande qu'est-ce que je cherche. Je dis que je suis en train de regarder comment c'est organisé. Les gens disent bonne journée, continuez. Donc, c'est aussi de la sensibilisation. Après, il y a le truc extrême. A priori, je pense que, sauf une personne, je crois, est rentrée avec un badge ici. Donc, a priori, tous ceux qui sont là, leur identité a été contrôlée avant de rentrer. Donc, c'est clairement très extrême. Parce qu'on ne peut pas faire évidemment ça partout. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire contrôler qui rentre à l'entrée, et aussi un principe tout bête que tout le monde déteste, c'est le principe de bureau propre. C'est-à-dire que moi, je considère que mon bureau, n'importe qui peut rentrer dedans. Si je ne suis pas là, il n'y a aucun document qui sont sensibles dedans. Sinon, vous regardez sous le clavier, sur un post-it, il a écrit son mot de passe. Oui, voilà. Il n'y a que ça. D'autres questions? La dernière. Merci. En effet, moi je suis dans une petite entreprise, moins de 10 salariés, et je comprends tout ce qui est papier numérique, mais par rapport à l'oral, on a eu le cas justement d'un échange un peu houleux sur de l'information personnelle. À ce moment-là, le salarié est dans son droit de saisir la CNIL, c'est ça? Oui. Ok. En fait, si on est témoin de ça en tant que DPO, on entend parler de ça, il faudra faire une déclaration à la CNIL, ça c'est la première chose. Et si on ne le fait pas, le salarié peut porter plainte à la CNIL. Après, la CNIL viendra ou pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est des process à mettre en place. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais savez-vous combien? Alors j'ai le chiffre de 2022. Hein. En 2022, combien la CNIL a verbalisé en France? Quel est le montant total? 218 millions d'euros. Auprès des PME, essentiellement à PME ETI. 218 millions d'euros. Le chiffre de 2023, je pense, a suivi l'inflation au moins. Oui. Voilà. Donc prudence. Et quand on parle de Nice 2, on dit, pour le moment, ils ne vont pas être très méchants, certes, mais c'est le moment de commencer à se préparer. Et la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce qu'on aura fait un diagnostic, financé par la région, ce qui est parfait, c'est véritablement un état des lieux, mais derrière, il faut bosser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la feuille de route, il faut la mettre en œuvre. Et là, je le dis, je le redis, le diagnostic de la région, il est super, mais c'est le début d'une démarche de sécurisation de votre système d'information. Je n'ai pas dit de SI. Hein. Merci Pascal. Merci Cyril. Juste quelques petits points avant de passer la main donc à Jean-Charles, un autre Jean-Charles. Voilà. Simplement pour vous dire que Nice 2, ça a été très très bien présenté par Pascal. Et il y a un terme qui a été utilisé par Cyril, c'est le code de la route de la cybersécurité aussi Nice 2. On vous dit il y a une réglementation, c'est l'ISO 27001, c'est la norme pour sécuriser votre système d'information, respectez-la. Aujourd'hui, tout ça pour dire que beaucoup d'entreprises circulent sur le net sans respecter le code de la route, elles ne le savent pas. Donc ISO 27001 et Nice 2, c'est ça Nice 2. On vous incite à aller vers une structuration de votre cybersécurité. Voilà. Donc voilà, vous avez des experts, il y en a dans la salle. On en reparlera tout à l'heure et enfin, on parlera de diagnostic tout à la fin en ouverture. Voilà, merci beaucoup, on peut les applaudir.